vous avez avec vous un gouvernement dont je peux vous garantir que nous ne sommes pas sourcilleux et la culture, bien entendu, Stéphanie, vous avez raison. Je ne vais pas faire la liste des 41 postes, mais vous avez des tiers-lieux, enfin, vous avez côté des tiers-lieux un intérêt fort pour beaucoup de ministres de ce gouvernement. Et la bonne nouvelle, c'est que la crise a parfois des bons aspects. Quand on est en crise, on travaille ensemble au service d'une mission plutôt que de regarder ses attributions. Je vois Armand Cocotte des Adrets qui rajoute le ministère du Travail. Je ne vais pas faire la liste intégrale, mais il y a assez peu de ministères qui ne regardent pas les tiers-lieux. Et encore une fois, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que l'ensemble du gouvernement est mobilisé, a bien compris l'intérêt de ces lieux qui font à la fois du lien social, de la cohésion sociale, de l'animation des territoires, de l'éducation, de l'insertion, beaucoup, beaucoup de choses. C'est une bonne nouvelle, je vous le redis, parce que dans ma petite expérience politique, j'ai eu l'occasion de connaître d'autres gouvernements où ce n'était pas forcément le cas et où les questions de périmètre étaient un peu casse-pieds. Et sous prétexte qu'il y avait plusieurs ministres sur un périmètre, le sujet n'avançait pas. Sachez que c'est exactement l'inverse aujourd'hui. On est plusieurs sur les tiers-lieux et c'est quelque part la garantie, avec votre énergie et votre créativité, qu'on va réussir à faire avancer le sujet. Pour moi, les tiers-lieux, c'est simple. C'est vraiment l'image de l'économie sociale et solidaire. C'est l'image, la photographie de ce que l'économie sociale et solidaire peut apporter de meilleur à nos territoires, mais aussi à notre société. Les tiers-lieux, si j'ai bien compris et si je devais les résumer, c'est le faire ensemble. C'est la dynamique à proprement parler des territoires. C'est du développement microéconomique, du développement économique local. Et pour moi, pour tous ces aspects-là, c'est de l'économie sociale et solidaire. Et comme dans chaque structure de l'économie sociale et solidaire, chaque lieu a sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, sa propre communauté. Et c'est pourquoi je souhaite vraiment co-construire avec vous, avec les tiers-lieux, la mise en œuvre de ma feuille de route. On peut rappeler d'ailleurs que les 2/3 des structures répondantes à l'appel à projet Fabrique des territoires sont sous statut d'économie sociale et solidaire. Ça n'est en rien une coïncidence. Et je suis attentive avec Alain Griset, avec lequel je travaille à Bercy. Je suis aussi attentive aux projets auxquels je crois, des manufactures de proximité. Ça a d'ailleurs été parmi mes premiers déplacements dès le mois d'août, dès la fin du mois d'août. J'étais, je me rappelle, je ne sais pas si elle est là, je ne suis pas sûre, mais j'étais déjà dans un tiers-lieu au Petit Quevilly, au Copo Numérique, le kaléidoscope, qui fait de l'insertion, qui fait aussi de l'éducation au numérique et du manufacturing artisanal. Les tiers-lieux ont clairement été identifiés dans le plan de relance avec une enveloppe de 45 millions d'euros dédiée aux tiers-lieux et plus largement à l'inclusion numérique. En un mot, sans être trop longue concernant la feuille de route de mon secrétariat d'État, mais c'est important de vous en dire un mot, l'enjeu est double. D'un côté, j'ai en charge l'écosystème de l'économie sociale et solidaire qui rassemble 5 familles, comme vous le savez, les associations, les fondations, les mutuelles, les coopératives et ce qu'on appelle les ESUS, les entreprises d'utilité sociale. Ça, c'est toute une partie de mon action, faire vivre l'économie sociale et solidaire, l'animer et essayer d'amener à son service des nouveaux financements. De l'autre, il y a ce petit R qui est ajouté à l'ESS et qui n'est pas cosmétique. L'idée, là, c'est d'interagir avec tout le reste de l'économie et de favoriser une plus grande responsabilisation de notre économie. C'est le cas de la finance, c'est pour ça que je suis à Bercy, avec notamment la démarche de performance extra-financière, dont je parle assez souvent et qui nous occupera l'an prochain en Europe, mais aussi plus largement l'animation de l'ensemble du secteur économique sur l'acception de la responsabilité sociale des entreprises. Tout comme les tiers-lieux fédèrent et créent des passerelles à l'échelle d'un territoire, mon ambition ici à l'ESSR va être de construire des passerelles
entre ces deux mondes, entre l'économie sociale et solidaire et le reste de l'économie. Il s'agit bien de passerelles. L'ESS, je l'ai dit, est une économie à part. Elle n'a pas vocation à se fondre et à disparaître dans le reste de l'économie. Une association, une coopérative, une entreprise sociale ont chacune leur spécificité qu'il faut préserver et parfois renforcer. Créer des passerelles dans le financement avec la multiplication des contrats à impact et la structuration de la finance à impact. Créer des passerelles dans l'accompagnement, l'information au plus près du terrain grâce à la dématérialisation des procédures et au soutien de dispositifs comme le DLA, dispositif local d'accompagnement que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais aussi des passerelles entre ce ministère et les territoires pour renforcer des points de contact ESS et le soutien de l'ESS au sein de toute la relance. Voilà en quelques mots que je souhaitais vous adresser avant de répondre évidemment à vos questions. D'abord, mon adresse au tiers-lieu, c'est que nous sommes de la même famille et en tout cas pour moi, c'est un immense plaisir parce que les tiers-lieux et l'ESS, ça marche ensemble. Vous dire que vous me trouverez à vos côtés, mais ça Patrick Lévy-Weitz le sait, je serai à vos côtés pour soutenir, déployer, faire connaître les appels à projets, mais plus largement les tiers-lieux pour me déplacer, aller vous soutenir. Et je voulais vous dire quelques mots quand même aussi de la feuille de route à l'économie sociale, solidaire et responsable ici à Bercy. Merci beaucoup. Peut-être Olivia nous dire quel est dans la feuille de route de l'écosystème. Vous avez fait des annonces dernièrement sur un certain nombre de mesures que vous avez mis en œuvre, que vous voulez mettre en œuvre. Peut-être quelques éléments peut-être un peu concrets sur comment vous organisez vous appelez pas ça les pôles de compétitivité, mais les PDCE, oui. C'est un peu des pôles de... Ouais, juste donner un éclairage sur le sujet et donc à partir de là permettre d'éclairer comment est-ce que les tiers-lieux peuvent peut-être s'inscrire dans ces démarches ou comment est-ce que l'articulation peut se faire. Alors, bien sûr, les PTCE sont les pôles territoriaux de coopération économique. Ils ont été créés en 2014 avec la loi de Benoît Hamon concernant l'économie sociale et solidaire. Les PTCE rassemblent au niveau du territoire les acteurs de l'économie traditionnelle et de l'économie sociale et solidaire et ont vocation à permettre un brassage plus fort pour soutenir et accompagner des projets d'économie sociale et solidaire. Peut-être que Maxime, tu veux dire un mot supplémentaire. J'ai la chance d'avoir le spécialiste français des PTCE avec moi puisque c'est mon conseiller technique. Il n'y a pas de raison qu'il reste caché. Alors, dis un mot en plus sur les PTCE et la mission qu'on a demandée aussi. Oui. Allez, hop. Hop là. Bonjour à tous. Alors, pour compléter ce que disait Madame la Ministre, en fait, les PTCE, donc les pôles territoriaux de coopération économique, vise en fait le fait de faire des collaborations à l'échelle du terrain, que ce soit avec des citoyens, avec des entreprises de l'ESS, avec des collectivités territoriales. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est en faire un petit peu l'état des lieux et d'utiliser en fait le regard qu'on peut avoir sur les PTCE comme levier de partenariat entre l'État, les collectivités territoriales et les acteurs de l'ESS pour justement définir une vision plus ambitieuse du développement économique territorial. Et derrière ces PTCE, en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a aussi souvent des tiers-lieux, il y a aussi souvent des initiatives locales d'utilité sociale, de protection de l'environnement. Et donc là, l'idée, c'est qu'on a confié une mission au labo de l'ESS, comme disait la ministre, pour en faire le retour d'expérience, pour formuler des propositions et pour voir comment est-ce qu'on peut lancer dès 2021 une nouvelle dynamique dans laquelle finalement les tiers-lieux ont toute leur place, hein, parce que c'est vraiment des outils de coopération territoriale et d'utilité sociale, aussi de préservation de l'environnement. Voilà, grosso modo sur... Alors, ces PTCE, quand je suis arrivée, ils étaient un peu en sommeil au profit d'autres initiatives. Moi, je crois que parfois, le plus simple, c'est parfois ce qui marche le mieux. Et l'avantage de ces PTCE, c'est que c'était assez simple.
mais ça fonctionnait plutôt bien. Donc, on a demandé au laboratoire de l'ESS de nous faire des propositions qu'on pourra partager avec vous. Maxime Baduel le fera avec plaisir. Et on verra peut-être avec France Tiers-Lieux comment recommander peut-être au PTCE d'intégrer les tiers-lieux dans leurs réflexions, dans leurs actions, parce que, comme il le disait, effectivement, vous représentez en matière de coopération territoriale des acteurs importants et vous seriez absolument légitime à être présent au sein de ces PTCE. Voilà pour le volet PTCE. Peut-être qu'on peut prendre deux, trois questions avant de passer peut-être au sujet maker et notamment au fond pour révéler les lauréats, mais peut-être deux, trois questions. Qui veut commencer? Odile, en général, c'est Odile qui lance la… Hein, on ne va pas changer. Je lève la main. Merci, merci Patrick. Merci Madame la Ministre. Moi, je suis vraiment très, très heureuse d'avoir cette séance tous ensemble avec vous. Et finalement, c'est la première séance directe avec les ministres que nous avons avec la ministre en charge de l'économie sociale et solidaire. Et vous l'avez dit tout à l'heure, je suis très heureuse à double titre, au titre d'administratrice de France Tiers-Lieux et de cofondatrice d'un Tiers-Lieu, mais aussi évidemment au titre d'ancienne déléguée interministérielle à l'économie sociale et solidaire. Alors, j'avais deux questions justement pour vous, une portée sur les PTCE et les tiers-lieux et l'autre sur les SIC. La première question, c'est que j'étais très heureuse d'apprendre que vous étiez tout à fait convaincus de l'intérêt et de l'impact des pôles territoriaux de coopération économique, parce que je m'étais aussi beaucoup attachée. Et vous avez tout à fait raison, je pense, de faire le lien étroit entre PTCE et tiers-lieux. Et quelque part, moi, en vivant sur le terrain les tiers-lieux, je me dis que les tiers-lieux sont les nouveaux PTCE. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun le fait d'être des lieux qui permettent d'ancrer sur un territoire une dynamique de coopération entre des acteurs diversifiés, entre des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs économiques et avec les pouvoirs publics. Donc, quelque part, les tiers-lieux sont les nouveaux PTCE. Pour autant, il peut y avoir toujours l'utilité des PTCE reste pleine et entière, et notamment, on a des PTCE qui fonctionnent sur une thématique qui ne se transformera pas en tiers-lieu. Je pense par exemple à un PTCE très intéressant sur la mobilité autour du Havre. Mais j'ai pu constater qu'il y avait aussi beaucoup de PTCE, ce n'est pas simplement des tiers-lieux qui peuvent devenir PTCE, il y a aussi beaucoup de PTCE qui ont besoin de créer un lieu d'ancrage et qui créent un tiers-lieu. Donc, un lien très étroit entre les deux. Ce qui a porté dommage au PTCE, c'est qu'on n'a pas réussi, et moi je m'y étais attelée quand j'étais déléguée, mais je n'ai pas réussi à faire créer un France PTCE. C'est-à-dire une structuration avec un réseau qui accompagne le développement des PTCE. Par bonheur, par grande chance, nous avons un France Tiers-Lieu, et grâce à Patrick et à l'équipe très performante de France Tiers-Lieu, ça nous apporte un soutien considérable pour le développement des tiers-lieux en France. Donc ma question, c'est qu'au-delà de France Tiers-Lieu, on constate qu'on a aussi besoin de réseaux régionaux des tiers-lieux, parce que toute la dynamique de partage entre pairs, d'expérience et d'appui les uns les autres, elle se crée aussi au niveau régional. Donc ma première question, ça sera, est-ce que vous avez en tête de pouvoir apporter un soutien financier au développement des réseaux régionaux des tiers-lieux? Deuxième question, peut-être plus technique, plus juridique, mais c'est pour nous permettre d'ouvrir des perspectives. La loi de 2014 sur de l'économie sociale et solidaire a apporté beaucoup dans le développement des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Comme vous l'avez noté, il y a beaucoup de tiers-lieux qui ont des formes de SIC. Et c'est un outil juridique très efficace pour faire travailler ensemble les différentes parties prenantes, les animateurs de tiers-lieux, les associations, les pouvoirs publics locaux, les salariés, les résidents. Néanmoins, on s'aperçoit qu'on a encore beaucoup de freins juridiques à lever dans le développement des cycles. Il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail, mais ma question, c'était, est-ce que vous êtes prête
à nous aider et est-ce qu'on pourrait travailler avec votre cabinet pour regarder ensemble quelles évolutions de la législation et de la réglementation il faut apporter au SIC pour lever les freins de développement. Et je vous pose d'autant plus la question que dans le conseil d'administration de France Tiers-Lieux, avec d'autres membres du conseil d'administration et dans le conseil national des tiers-lieux, j'anime un groupe juridique. Et donc, si vous êtes partante sur ce sujet, on aurait grand plaisir à venir voir votre cabinet pour en parler de manière plus précise. Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame Kirchner. En fait, je vais démarrer par la première question que vous m'avez posée. D'abord, vous dire que, au-delà de cette visio et de l'échange, mon soutien se traduira par une adhésion à France Tiers-Lieux. Je vais vous rejoindre. L'idée est aussi de continuer à travailler. On a commencé, on est dessus pour voir dans quelle mesure je peux soutenir. Après, il faut que je regarde, puisque quand vous mentionnez les réseaux régionaux tiers-lieux, ce que je comprends bien, hein, je mesure bien leur intérêt, il faut qu'on voit en matière budgétaire comment est-ce qu'on peut s'organiser. Ça suppose un tout petit peu de temps, mon équipe est dessus, mon cabinet est dessus, avec Patrick Lévy-Weitz, on regarde ça et on vous tiendra informé, mais d'ores et déjà, sachez que je vais vous rejoindre en matière d'adhésion. Je pense, et donc j'ai quelques budgétaires dans mon cabinet parce que j'ai passé quelques années à la commission des finances. Je crois pouvoir dire que sur 45 millions d'euros dans le plan de relance, on doit pouvoir se débrouiller pour parvenir à soutenir les réseaux régionaux tiers-lieux. Après, je dirais à nous d'adresser la complexité, les tuyaux et autres détails, mais je pense que ça s'entend, et pour avoir parlé et connaître l'attachement de Jacqueline Gouraud notamment au sujet des tiers-lieux, c'est une discussion que nous pourrons avoir, mais je pense qu'on est en droit d'envisager une partie de soutien possiblement sur le plan de relance, à voir comment on le fait. Sur le deuxième point, en fait, ça me fait très plaisir de vous entendre, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on m'arrête dans la rue pour me parler des SCIC, je ne vais pas vous mentir. Donc, ça me fait plaisir d'en entendre parler, parce que parfois, on est un peu seul avec mon cabinet sur les SCIC. Donc, merci. Vous m'avez appris quelque chose. Je ne savais pas que nombre de tiers-lieux étaient des SCIC. Donc, merci, parce que vous m'avez appris un point que je n'avais pas en tête. Et j'ai donc une proposition assez simple à vous faire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai reçu les anciens secrétaires d'État et notamment celui qui a commis la loi de 2014. J'ai échangé avec Benoît Hamon, pour ne pas le citer, sur les PTCE par exemple, et lui dire mon attachement au PTCE. Et j'ai aussi vu Benoît Hamon pour lui confirmer mon intérêt sur les nouvelles formes de coopératives, CAE et SCIC. Je lui ai dit, donc je vous le dis avec beaucoup je lis vos messages en même temps. Je sais, mais moi je peux plus. Je sais qu'on parle des SCIC sur les territoires tous les jours, mais moi je suis enfermée depuis un mois. Ça fait un mois que j'ai pas pu aller sur les territoires. Alors c'est ma réjouissance, c'est ce soir avec vous. Hein, pardonnez-moi. Mais j'aime beaucoup ces nouvelles formes, moi, de structure. Mais c'est parce que je les aime que je pense qu'il faut les consolider au plan juridique. On a eu quelques exemples, je ne vais pas prendre trop de temps, ni rentrer dedans, mais qui m'ont démontré par A plus B que ce soit les CAE ou les SCIC, il fallait consolider. Donc, j'ai missionné au mois de septembre l'IGF et l'IGAS sur les CAE et les SCIC pour faire le point sur les failles ou possibles défaillances du modèle juridique et sur ce qu'on a à faire ou qu'on pourrait faire, notamment au plan réglementaire, pour consolider ces structures au plan juridique et peut-être d'ailleurs les élargir un peu. Ça veut dire que je suis plus couverte, puisque j'ai déjà lancé. On aura le retour en février. En février, c'est long. Il va pas le relancer en novembre.
Bon. Alors, bon, je vais essayer de l'avoir pour la Saint-Valentin, parce que fin février, ça me paraît tard. Hein. On va se battre. J'ai demandé à l'IGF et à l'IGAS un point sur, en gros, comment on consolide par rapport aux failles juridiques et comment est-ce qu'on peut peut-être élargir ou sur le statut des SCIC. Donc, je trouverais intéressant, Madame Kirchner, peut-être qu'on organise un rendez-vous avec mon équipe qui est présente ici, notamment mon directeur de cabinet qui nous a rejoints, pour voir comment faire converger peut-être votre groupe de travail juridique et faire des propositions sur CAE et SCIC, sachant qu'à mon avis, on n'a pas besoin de repasser par la loi et ça peut être fait assez facilement au plan réglementaire. Le cas échéant, je me permets de vous le dire, nous n'avons pas l'ombre d'un début d'un véhicule parlementaire l'an prochain. Donc, il faut essayer de faire rentrer les évolutions dans le réglementaire. Je crains que ce ne soit très chargé au plan parlementaire l'année prochaine. Ok. Est-ce qu'il y a une troisième question? Alors, Odile en a posé deux, une troisième avant qu'on passe au fond maker, parce que Madame la Ministre est prise, enfin, évidemment un agenda très chargé, donc je voudrais qu'on arrive à bien caler l'ensemble du programme. Est-ce qu'il y a une question? Il y avait une question d'Axel Davezac. Oui. Axel, est-ce que vous voulez poser la question? Oui, bonjour. Bonjour à tous et bonjour Madame la Ministre. Vous avez parlé du statut juridique des SCIC. Or, j'ai vu aussi une question avant que je pose la mienne sur la fiscalité des SCIC et plus généralement, en tout cas, d'une partie du monde de l'ESS et la question de l'éligibilité au mécénat. C'est un sujet à la Fondation de France qu'on travaille depuis un certain nombre d'années, qu'on porte avec certains acteurs de l'ESS. Là aussi, je pense qu'aujourd'hui, notre fiscalité n'est plus complètement pertinente au regard des acteurs qui portent aujourd'hui une partie des actions d'intérêt général. Donc, si vous élargissez un peu le juridique à la question fiscale, je serais très heureuse de pouvoir en parler et exposer les convictions, en tout cas, de la Fondation de France, d'une partie du secteur des fondations et de l'ESS. Le périmètre n'est pas que juridique, il est aussi budgétaire et financier dans la mission IGF-IGAS. Donc, j'aurai des propositions sur ce volet fiscalité SCIC et j'aurai plaisir, quand je les aurai, à les partager avec vous. Patrick, on peut prendre juste une dernière question de Marie Floquet sur le rôle des tiers-lieux dans la transition écologique. Marie, est-ce que tu veux… Bonjour, merci beaucoup de répondre à nos questions. En effet, beaucoup de tiers-lieux et beaucoup de financements se dirigent vers des tiers-lieux qui travaillent sur le numérique, sur le travail, sur l'accessibilité à des services de l'État dans les territoires. L'ESS était une compétence du ministère de la Transition écologique jusqu'au renouvellement ministériel et je voulais savoir comment cette dimension qui est vraiment très très forte et très prégnante chez les tiers-lieux dans les tiers-lieux de la résilience environnementale allait être prise en compte et peut-être fléchée par des financements. Alors, au-delà de l'appel à projet d'une enveloppe de 45 millions d'euros pour les tiers-lieux, dont les tiers-lieux inclusion numérique, il y a un effort spécifique au sein du plan de relance. Je vais parler de ce qui me regarde parce que je ne suis pas ministre de la transition écologique, ça n'aura échappé à personne. Et donc, pour ce qui me concerne, moi j'ai 1,3 milliard en direct sur de l'ESS dans le plan de relance. Sur ces 1,3 milliard, j'ai 600 millions pour l'emploi, dont 2 enveloppes très importantes pour financer 35 000 jobs d'IAE pour des jeunes et 40 000 parcours emploi compétences PEC, sur lesquels on est en train de travailler avec mon cabinet, celui d'Elisabeth Borne, pour faire en sorte que ce soit facile pour des acteurs comme les tiers-lieux, que ce soit facile de profiter, de bénéficier de parcours emploi compétences
Je vous rappelle que les parcours emploi compétences et jobs sont financés à 80% par l'État. Il y a la moitié en gros de l'investissement ESS dans le plan de relance est au service de l'emploi. L'autre moitié traite. Non, alors les chiffres que je vous donne sont les bons. Hein. J'ai la faiblesse d'être à Bercy et je sais ce que je vous dis. Donc, les parcours emploi compétences, c'est 50% de la masse totale. Il y en a 80 000 au total, ça fait 40 000. On a le droit d'en faire plus, hein, mais déjà, il faut qu'on écluse les 40 000 et qu'on sache entre nous comment vous, tiers-lieu, moi à Bercy et Elisabeth Borne au travail, on arrive à déclencher les choses. Aujourd'hui, on est en train de finaliser le parcours, mais l'idée, c'est que ce soit facile pour vous. On n'aille pas vous mettre une usine à gaz pas possible sur les PEC. Donc, il y a de l'emploi. À côté de ça, il y a de l'argent. 300 millions à la Caisse des dépôts, 230 millions d'euros à la BPI, dont 130 millions pour des prêts d'honneur solidaires. Je vous en parle parce que ce sont des prêts d'honneur qui ne sont pas forcément très compliqués à obtenir, mais qui sont assez méconnus et qui ont vocation à accompagner des entrepreneurs et notamment des entrepreneurs de l'ESS. 100 millions aussi pour les missions locales, mais ce qui est important, c'est que j'ai quasiment, en plus, indirectement, 2,9 milliards d'euros au service indirectement de l'économie sociale et solidaire, dont 350 millions sur l'économie circulaire, le réemploi, les recycleries, les ressourceries, bref, l'environnemental, je dirais, qui peut se retrouver dans vos tiers-lieux. Je ne vois aucune raison pour laquelle vous ne pourriez pas bénéficier d'un côté de l'appel à projet France Tiers-Lieux et possiblement sur certains de vos projets qui porteraient une dimension réemploi, ressourcerie, recyclerie, bénéficier aussi de l'appel à projet qui va être ouvert très bientôt sur l'économie circulaire. Donc pour moi, il y a dans le plan de relance des financements, et je pense que c'est important de le dire comme ça, il y a des financements ad hoc tiers-lieux génériques, je dirais parce que vous êtes des tiers-lieux, mais il y a en plus, notamment cet appel à projet économie circulaire sur lequel on vous informera, parce que nous, on va rassembler tous les appels à projet ici pour que ce soit plus facile sur une page web à Bercy, mais vous pouvez aussi, à l'aune de votre facette environnementale, éducation écologique ou autre, candidater à l'appel à projet sur l'économie circulaire. Ça n'est en rien exclusif les uns des autres. Merci. Bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout simplement à la partie Fab Lab. Je voulais accueillir, mais Axel Dalzac a posé une question, donc elle s'est présentée d'elle-même, qui est directrice générale de la Fondation de France. Je voudrais d'abord la remercier d'être parmi nous et remercier à travers elle toute la Fondation de France qui a, à l'occasion du Fonds Maker, répondu présent dès le début de la crise du Covid ou de la Covid en mars dernier. Je voudrais dire un mot avant de vous laisser la parole. On va présenter, ou Yolène devrait vous faire voir les 43 lauréats. Madame la ministre, merci en tout cas de parrainer. Vous êtes donc la marraine de ces 43 lieux qui ont fait, et makers, pardon, qui ont fait des choses formidables. Je voudrais juste dire ce soir, à l'occasion des questions que vous posez, notamment des dernières, au fond, la question lancinante qui a été la vôtre pendant très longtemps, oserais-je dire, jusqu'à ce que collectivement nous décidions de prendre ce sujet au bras-le-corps, et que force est de constater que sous l'impulsion de Julien de Normandie, du président de la République d'ailleurs, et de Julien de Normandie à l'époque, aujourd'hui une démarche, une dynamique est enclenchée. Cette dynamique, elle a permis d'abord d'installer, de mettre en place France Tiers-Lieux, on en a souvent parlé avec beaucoup d'entre vous, mais surtout, elle a permis que les médias, parce que c'est ainsi aussi, fassent émerger, et la crise du Covid a été à cet égard formidable de ce point de vue-là, parce qu'elle a fait émerger ceux qui, dans les territoires, ici dans un garage, ici dans un tiers-lieu, ici des citoyens se réunissant au collectif,
ont fait, ont agi et ont apporté des solutions extraordinaires, des solutions qu'on ne trouvait pas autrement. Ici, un tiers-lieu qui accueillait de la nourriture pour permettre aux gens de venir les chercher, des produits alimentaires. Ici, une pièce détachée dans un CHU remplacée, alors qu'il n'y avait pas de pièce détachée pour permettre que des machines se remettent à marcher. Ici, des visières, évidemment, ou des pousse-seringues pour aider un EHPAD et sauver ainsi des personnes. Et c'est à cette occasion, dès le début, que l'on a décidé, France Tiers-Lieu, de lancer un fonds et un fonds Makers qui, aujourd'hui, Yolande, tu peux, vient à présenter les 43 lauréats qui sont très bien répartis d'ailleurs sur le territoire, qui disent un certain nombre de choses. Vous recevrez sur le site de France Tiers-Lieu, vous aurez, vous aurez ce soir probablement ou demain, la liste et puis le détail des 43 acteurs qui vous montrera la diversité des engagements, de cette solidarité de se faire ensemble en hyper proximité et qui a mis en exergue des talents, mais surtout des générosités incroyables et j'allais dire des bidouilleurs de talents. Je dis bidouilleur de talent parce qu'on sait qu'on a notre copain bidouilleur national qu'on connaît bien, je cherche le nom mais ça va me revenir. En tout cas, vous dire avec vraiment beaucoup de conviction que ce qui s'est passé à ce moment-là, dans cette crise, au moment où au fond tout le monde se cherchait, et je me souviens ici de réunions avec plusieurs ministres qui tâtonnaient parce que la crise était d'une telle ampleur qu'il fallait inventer une nouvelle façon de faire, pendant que ici, dans les ministères, était réfléchi comment la structure, l'État allait pouvoir y répondre. En même temps et dans le même temps, les citoyens sont engagés et les 43 lauréats que je ne vais pas citer ici, tous évidemment, ont fait un travail et ont été exemplaires à cet égard. Donc d'abord, merci à eux. Je voudrais simplement dire que ceux qui ont reçu le plus, peu importe combien, le montant du fonds a été de 250 000 €. Les demandes pour réussir les actions allaient de 500 à… on avait d'ailleurs fixé 10 000, mais on sont allés de 500 à 10 000 €. Et que juste pour… on a 7-8 dont… je vois le premier de la liste, je crois, 8 Fab Labs dans la Drôme, la Visière Solidaire, Créalab, SIC2, etc. ont reçu 10 000 € qui leur ont permis d'accélérer leur action et surtout de rentrer dans leurs frais parce que beaucoup avaient aussi engagé, de fonds. Je salue Yann Marshall qui dit bravo à tous, bravo à lui aussi, qui est un référent. Voilà, donc je voulais vraiment les remercier et remercier donc au travers de vous, Madame Davzac, la Fondation de France et je voudrais que vous puissiez dire quelques mots si vous en êtes d'accord. Mais très, très volontiers et avec grande joie. Je suis très heureuse d'être avec vous tous aujourd'hui, même si un peu frustrée quand même de ne pas pouvoir être à côté les uns des autres. Je voudrais juste vous raconter un peu l'histoire de la Fondation de France et des tiers-lieux pour comprendre du point de vue de la Fondation que nous sommes, pourquoi nous sommes très convaincus par ce que vous représentez, ce que vous faites au quotidien. La première chose peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation de France, c'est qu'on a une particularité dans le secteur des fondations, c'est que nous couvrons tous les champs de l'intérêt général. Donc, à chaque fois qu'on va s'attaquer à un sujet, quel qu'il soit, une cause d'intérêt général, nous avons conviction très forte. C'est la nécessité de décloisonner, de travailler en réseau parce que qu'on s'attache à des questions d'éducation, d'emploi, de prise en charge de personnes vulnérables. À chaque fois, et ça c'est notre expérience, il faut travailler en réseau, prendre le sujet dans toute sa complexité, sa globalité pour arriver à trouver des solutions. Et puis, il y a quelques années, dans notre programme emploi ESS, nous nous sommes interrogés sur la conséquence des bouleversements technologiques
sur les personnes les plus éloignées de l'emploi, en ce sens que les magnifiques progrès technologiques étaient à la fois une opportunité merveilleuse, mais ça bouleversait nos modes de production, de consommation, de distribution. Et si ça apportait des points extrêmement positifs pour notre avenir, dans le même temps, on avait un risque d'isolement et d'exclusion des plus éloignés de l'emploi encore plus fort. Et donc, nous avons cherché des solutions. Et puis, à travers les comités et les personnes qui nous donnent du temps bénévolement, donc nous avons identifié ces tiers-lieux qui étaient pour nous une réponse merveilleuse en ce sens que c'était un rassemblement sur un lieu unique de compétences, d'expériences, de profil, un lieu collectif qui travaillait pour produire des nouvelles solutions et qui permettait justement à ceux qui étaient isolés, à travers leur insertion dans ces tiers-lieux, de retrouver un collectif et une capacité à se remettre en mouvement. Et c'est ainsi que nous avons démarré la collaboration avec 60 tiers-lieux à travers divers projets. Et puis la deuxième dimension qui nous apparaît tout à fait essentielle dans les tiers-lieux, c'est la question des territoires. Parce qu'à la Fondation de France, on est très attaché aux présences et des représentations dans toutes les régions de France. Et nous sommes très convaincus que la solution doit être apportée à l'échelle du territoire et dans cette complexité, cette connaissance et cette maîtrise du territoire. Et ainsi, nous avons petit à petit développé des collaborations à travers nos programmes Habitat, Environnement et ainsi de suite. Et puis, au mois de mars 2020 de cette année, d'un coup, notre pays tombe dans la crise que nous connaissons et cet état de sidération. Et à la Fondation de France, on se dit qu'il faut qu'on trouve des réponses, il faut qu'on apporte des solutions, notamment pour les soignants, les personnes vulnérables et le monde de la recherche. Du coup, Marion Benhamou, qui est avec nous ce soir et qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, prend contact, bien évidemment, avec France Tiers-Lieux parce que il faut se souvenir de là où on était au mois de mars, tout s'arrête, tout se ferme. Alors on a oublié, mais les restos alimentaires s'arrêtent, les banques alimentaires s'arrêtent, tout s'arrête et il faut trouver des solutions. Et donc, naturellement, nous commençons à prendre contact avec les tiers-lieux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient deux caractéristiques extraordinaires pour nous. La première, implanter dans les territoires. Or, les enjeux à l'échelle des territoires pendant cette crise n'étaient pas identiques, donc il fallait bien trouver des solutions adaptées au territoire. Et deux, porteurs d'innovation, d'inventivité, qu'elle soit technologique ou même dans la conception des réponses à apporter. Et puis, cette capacité aussi d'agilité qui a permis, vous tous, d'inventer des modes de distribution, comment aller aider dans les associations, dans les EHPAD. Voilà. Et tout ça, ça a fait quelque chose de magnifique. Et donc, on a été extrêmement heureux de pouvoir venir soutenir et participer à ce fonds des makers contre le Covid. Et donc, c'est une des belles réussites et je vous en remercie tous. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on continue avec deux, trois questions pour Olivia Grégoire. Et puis ensuite, il est prévu qu'il y ait un pitch de 4 de nos lauréats, Visière solidaire, fabrication des usages numériques, 8 Fab Lab et My Human Kit, qui puissent présenter en gros quelles ont été leurs actions. Je crois que c'est bien de partager, au-delà de dire bravo, de partager ce qui a été réalisé. Je vous propose d'abord 2-3 questions complémentaires pour Olivier Grégoire et puis ensuite on passe au pitch de nos amis makers. Sébastien, je suis sûr, je parle à Sébastien, je suis sûr que tu as des questions. Fais-toi timide aujourd'hui. C'est le patron des résonances. Non, pas du tout. Bonjour, bonjour Madame la Ministre, bonjour Patrick. J'avais une question concernant les travailleurs indépendants qui fréquentent beaucoup les tiers-lieux et leur accompagnement, parce que la crise d'aujourd'hui, elle a révélé quand même des difficultés économiques pour tout le monde et notamment pour les travailleurs indépendants. On se pose beaucoup de questions, nous, dans les tiers-lieux, sur comment les accompagner au mieux. Il y a des dynamiques qui émergent autour des CAE, des dynamiques coopératives. Et en fait, c'est des travaux sur lesquels on
on commence à plancher. Je voulais savoir, vous, de votre côté, avec votre ministère, est-ce qu'il y avait des démarches qu'on pouvait rejoindre? Puisque l'alliance tiers-lieu CAE est quand même assez féconde. Et donc, voilà, c'était une question autour de ça. Et la deuxième chose, c'était aussi sur toute la dynamique de service qui se met en place, et notamment autour des plateformes coopératives qu'on voit émerger dans les tiers-lieux. Est-ce que vous, c'est des sujets que vous adressez et de quelle façon? Oui, c'est fécond entre SS et CAE. Bon, d'abord, vous dire que j'étais une indépendante. Hein, donc, avant d'être députée et secrétaire d'État, j'étais indépendante. Donc, j'ai vécu dans ma chair les joies, mais surtout les galères des indépendants. Et pendant la crise, pour votre info, j'étais vice-présidente de la commission des finances et je me suis occupée des indépendants sur le premier fonds de solidarité, la projet de loi de finances rectificative numéro 2 et 3. Donc j'ai une tendresse toute particulière au-delà de l'ESS, mais pour les indépendants. Vous l'avez dit, c'est une dynamique qui est assez féconde. Pour autant, c'est une dynamique qui est naissante sur les CAE et les SKIC. On travaille, je dirais, notamment avec la CGSCOP côté ESS sur le modèle CAE et SKIC. Mais si vous avez, vous, des propositions et des idées sur indépendants et SKIC ou indépendants et CAE, ça peut m'intéresser qu'on les partage ensemble et qu'on se rencontre ou que vous en parliez avec mon cabinet, parce que on peut envisager de porter des choses ensemble au service des indépendants. Je sais que les CAE ont 25 ans, ça fait 4 mois que je suis là. Et vous savez, ça a beau faire 25 ans qu'elles sont là, je ne vous donnerai pas d'exemple, mais j'en ai. En cas de conflit, juridiquement, elles ne sont pas consolidées. Je peux vous assurer. Donc, il y a des trucs à consolider, même si elles ont 25 ans. Et j'ai eu l'occasion de le voir de mes yeux au mois de septembre. Donc, ce n'est pas parce qu'un modèle a plusieurs dizaines d'années qu'il est forcément connu et maîtrisé par l'administration. Hein, parlons peu, parlons bien. On a encore beaucoup de boulot, à Pôle emploi notamment, pour faire comprendre ce qu'est une SKIC ou une CAE. Et donc, on a encore de quoi faire. Mais moi, je suis preneuse d'échanges et si vous avez des idées sur indépendants et SKIC, avec plaisir pour regarder ça. Sur les plateformes, oui, j'ai déjà commencé à impulser sur le site de Bercy la mise en place d'un truc qui n'existait pas, qui était une adresse mail, enfin non, une adresse web, pardon, pour permettre aux plateformes responsables de venir s'inscrire. Et donc, mon cabinet au quotidien, aujourd'hui, on doit avoir 25 plateformes, ce qui n'est pas énorme, mais on remplit de plus en plus pour promouvoir des plateformes indépendantes, coopératives, françaises, proximité, circuit court, et pas que pour se nourrir. Aussi pour s'équiper, aussi pour se vêtir, aussi pour se déplacer. Donc, on essaye de le promouvoir ici à Bercy. Ça n'est que le début. Il faut qu'on fasse plus et mieux. Et c'est prévu qu'on accélère la dynamique sur les plateformes à compter de l'année prochaine. Juste, si vous me permettez, je vais ajouter au-delà de ces éléments-là, Sébastien, va y avoir une opportunité, mais c'est vrai aussi dans le lien entre ce ministère et le ministère du Travail, puisqu'il y a le rapport Frouin qui avait été lancé sur les plateformes numériques, mais qui va poser la question et qui doit sortir dans quelques jours, qui doit rendre ses conclusions et qui va mettre en avant, de ce qu'on me dit, les coopératives d'activité. Et c'est peut-être l'occasion, au moment du rapport Frouin, avait été lancé par l'ancienne ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Il va être remis à Elisabeth Borne dans les jours qui viennent. Donc, je pense que là, il peut y avoir un moment où il va y avoir une réflexion gouvernementale sur le sujet. Et donc, c'est vrai que si on remonte des propositions à voir, ça peut permettre d'alimenter ce débat qui aura forcément lieu au niveau gouvernemental sur le sujet des indépendants et des coopératives et des tiers-lieux. Et parce que la question des indépendants est un sujet majeur qui, par ailleurs, chez Alain Griset, il y a aussi des réflexions, évidemment, sur ces questions. Autre question? Une dernière? Parce que je sais que Madame la Ministre doit ensuite s'éclipser. Bonjour, Yann Marchal.
J'avais posé une question dans le chat. Voilà, moi, mon statut, je suis porteur de projet donc d'une recyclerie Créalab dans un tiers-lieu. Pour ça, je suis bénévole. Or, ce statut n'est pas reconnu par Pôle emploi. Je suis en défaut par rapport à Pôle emploi. Est-ce qu'il n'y aurait pas une piste à creuser de ce côté-là? Alors, moi, j'ai une caractéristique. Quand je sais, je dis. Quand je ne sais pas, je dis. Je ne sais pas. Donc, on va regarder. Et en plus, mes collabs non plus ne savent pas. Donc, grâce à vous, Yann, on va apprendre un truc ce soir. On va regarder tout de suite. Et si vous m'autorisez, parce que Patrick vous connaît, je crois, et plutôt bien, on va regarder ça de près. Je crains qu'il n'y ait pas grand-chose, mais je vais regarder. En fait la question, moi non plus, j'en sais rien, je crains que non. Mais la question est bien. En fait, je trouve qu'il y a une question derrière, Yann, ce que tu dis. Il y a une question qui, à mon avis, est laissée. Alors, pour le coup, la Fondation Travailler Autrement, que je préside, a décidé que 2021, on travaillerait dessus. Donc, peut-être qu'on peut travailler ensemble, d'ailleurs. C'est qu'en fait, le bénévolat, aujourd'hui, n'est pas valorisé. Et donc, en réalité, ceux qui donnent et ceux qui sont dans la solidarité, alors est-ce qu'on peut évidemment valoriser toutes les solidarités? C'est compliqué. Mais est-ce que dans notre société, demain, il peut y avoir une prise en compte d'une manière ou d'une autre? Ça paraît être un sujet, en tout cas, c'est forcément un sujet pour demain. Juste pour comprendre, parce que le principe de l'assurance chômage, parce que c'est par rapport à Pôle emploi votre question, c'est ça, monsieur Marchal? Pardon? C'est par rapport à Pôle emploi votre question, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Parce que l'assurance chômage, ça vise précisément à couvrir un revenu du travail. Donc, vous étant bénévole, vous seriez couvert contre une perte de revenu du travail liée à un passage au chômage. Contre quoi vous seriez… C'est que ça serait quoi la perte de revenu pour vous? La perte de revenu, c'est que là, je suis en train de construire un projet qui prend du temps, qui prend énormément de temps. Et c'est un projet porteur d'emploi plus tard, mais il faut du temps pour le développer. Et tout ce temps-là, en fait, Pôle emploi ne considère pas cette activité comme une activité bénéfique à l'emploi. Si je peux me permettre d'intervenir là-dessus, moi je trouve vraiment que la question est excellente parce qu'on se rend compte aussi dans les incubateurs, il y a beaucoup de tiers-lieux qui ont créé des incubateurs. C'est le cas à la Palanquée où on a créé un incubateur pour des projets de transition écologique et d'innovation sociale. Et ces porteurs de projets qu'on accompagne en général pendant 18 mois, ben en fait, ils n'ont pas de statut dans lequel ils peuvent bénéficier d'un accompagnement par Pôle emploi. Donc, dans le cadre du parcours emploi compétences dont vous parliez tout à l'heure, Madame la Ministre, ou dans le cas de Un jeune, une solution, est-ce que notamment dans cette phase de l'après-Covid ou du Covid, on pourrait trouver un accompagnement financier pour toutes ces personnes qui soit ils ont déjà effectivement une allocation de chômage et donc ça fonctionne, soit ils sont au RSA et ils n'ont rien de plus pour les accompagner pendant toute cette durée de préparation de leur nouvelle activité ou de la création d'entreprise. Et là, il y a un enjeu très important parce qu'il y a beaucoup, et on pourrait imaginer de pouvoir accorder cette allocation à ceux qui sont dans un programme d'incubation avec un accompagnement individuel et collectif. Je pense que c'était vraiment une question très intéressante à creuser. Alors, je ne doute pas de l'intérêt de la question, c'est juste que j'aime bien apporter des réponses de qualité. Donc, j'ai bien noté l'intérêt de votre question. D'abord, vous voyez comme quoi il y a bien des trous dans la raquette. Un créateur d'entreprise, au même titre qu'un créateur de structure de l'ESS, est parfaitement éligible au même dispositif à Pôle emploi et notamment l'aide à la création d'entreprise qu'un créateur d'entreprise conventionnelle. Parce que j'ai lu, là, il y a des aides pour l'économie, mais pas pour l'ESS. L'ACRE fonctionne pour une structure ESUS, par exemple. Bon. Deuxièmement, je pense que vous parlez de bénévolat, mais c'est quelque part, j'ai quand même le sentiment que ça se rapproche, même s'il est non rémunéré, d'une forme de mécénat de compétences. C'est normal que… Enfin, bon, je vais y revenir, mais pas pour un statut associatif. Pôle emploi s'occupe des entreprises. Donc, je reviens, monsieur Marchal. Deuxièmement, il y a quand même des trous dans la raquette aussi, parce que, vous voyez, le prêt d'honneur solidaire, typiquement, c'est pour des moments
comme celui dans lequel vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes en construction d'une structure qui créera de l'emploi et le vôtre demain. Ce qu'il vous faut, c'est de quoi passer la période. Et en l'occurrence, le type de… C'est pour ça que je trouverais intéressant qu'on échange nos 06 et que mon cabinet vous appelle et fasse savoir les infos. Parce que typiquement, à la BPI, le prêt d'honneur solidaire, il a vocation à accompagner des ruptures de trésorerie dans un projet professionnel à taux faible, si ce n'est zéro dans certains cas. Typiquement, pour vous aider à passer les 4 mois, 6 mois, le temps de lancer le projet. C'est typiquement le genre de besoin qu'adresse le prêt d'honneur solidaire. Donc, il faut qu'on regarde. Après, le point peut être adressé avec Elisabeth Borne et on va regarder ça. Mais je pense qu'il faut regarder aussi le mécénat de compétences. Je pense que c'est plus du… Après, votre idée d'incubateur est intéressante aussi. Hein. En fait, ceux qui souhaitent rester une association à la fin, oui. Mais en fait… ça, c'est intéressant. Ce qu'on va faire, ce que je vous propose, sur cette question, on va prendre toutes les questions, on va les faire remonter à l'équipe d'Olivier Grégoire et on va essayer de travailler, Yolène et Rémi, sur le sujet pour regarder. D'abord, tout ce qui existe, parce que souvent, prêt d'honneur solidaire ne connaît pas. Et deuxième élément, je pense que ce qui est un des sujets, c'est pour ça que je disais que moi, j'avais travaillé avec la Fondation Travailler Autrement sur la question du bénévolat, c'est qu'à un moment donné, il faut que ce soit du mécénat d'entreprise qui aide, puisque par nature, l'assurance chômage, elle a un sujet, c'est qu'elle prend quelqu'un qui a travaillé, qui a donc cotisé, et qui ensuite va permettre de redistribuer pour permettre le coup de mou. Il se trouve que les indépendants, c'est compliqué. Il y a eu une évolution, mais elle est très légère. Et je sais qu'il y a des réflexions au niveau gouvernemental pour se dire comment est-ce qu'on permet aux indépendants, mais c'est extrêmement compliqué. Il y a déjà une petite révolution. Moi, j'ai été au chômage en étant indépendante. J'avais rien, quoi. Non, mais il y a eu au début du quinquennat, il y a eu une révolution. Bon, après, donc, nous, on va prendre le point, on va faire un document un peu structuré et on va regarder. À tout le moins, je le dis pour Yoann et Rémi, pour le moins, pour déjà regarder ce qui existe. Je ne suis pas sûr que certains d'entre vous savent que les prêts solidaires, etc. Et 2, pour permettre à la ministre de regarder et de faire travailler ses services. Okay ? Mais n'hésitez pas à me faire remonter toutes les questions, notamment, je vois le statut de volontaire associatif. Je vous l'ai dit, on est plusieurs sur la corde à linge de l'ESS, des tiers-lieux, des assos, et c'est tant mieux. Notamment ma collègue et amie Sarah El Haïry, sur le sujet de l'engagement associatif. Faites-moi monter les questions, mon job c'est d'y répondre. Elle a sûrement une partie des réponses sur l'engagement associatif, mais la complexité c'est à moi de l'adresser, donc faites-moi monter les questions par Patrick et je vais y répondre, du moins pour ce que je sais, et quand je ne sais pas, je vais essayer de savoir. Merci en tout cas, c'était très intéressant et je reviendrai vers vous une fois qu'on aura le retour de l'IGF et de l'IGA sur les SIC et les CAE. Je pense que c'est important d'en parler ensemble et de vous faire un retour. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci. On va maintenant partager ensemble les 4 de nos lauréats, des makers. Et donc, je vais laisser la main à Yolène. Oui. On a effectivement 4 témoins lauréats du Fonds Makers. Je vous propose de commencer par Catherine Lenoble du Fun. On a un peu changé l'ordre, mais Catherine doit nous quitter en fait vers 18h15. Donc, je propose Catherine de commencer à nous raconter effectivement votre engagement pendant la crise et puis plus globalement ce que vous faites aujourd'hui dans le prolongement de cet engagement. Est-ce que tu… C'est à moi ? Ouais, super. Je te laisse la parole, Catherine. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas, parce que je crois qu'il y a toujours le directeur de cabinet de la ministre qui est présent pour poursuivre les échanges si besoin. Bonsoir tout le monde. Merci aussi pour cette invitation. Donc, très, très rapidement, donc, ce qui s'est passé… pendant le premier confinement, c'est que donc, la Fabrique d'usage numérique, qui est une association basée à Tours qui porte un projet de Fab Lab citoyen, a rejoint le collectif Maker 37, qui est un collectif qui a réuni plus de 200 bénévoles pour produire des visières de protection et des masques à oxygène donc, pendant ce premier confinement. Peut-être
En termes de chiffres, tout ça, ça veut dire à peu près 35 000 visières qui ont été produites en région Centre-Val de Loire, qui compte donc 6 départements. Donc, ce qui veut dire qu'en Indre-et-Loire, c'était à peu près 10 000 visières et environ 5 000 produites par ce collectif. Donc, nous, il nous a semblé évident, en fait, en tant que Fab Lab, que les membres adhérents de notre association participent à ce mouvement citoyen solidaire. Donc, à la fois, il y avait des concepteurs 3D, des printeurs, des assembleurs. Tout ça, en fait, pour bon nombre d'entre vous, ça apparaît être une histoire finalement, enfin, ce sont des histoires assez similaires. Et après, peut-être pour dire qu'on a eu aussi une action régionale, enfin au niveau régional et au niveau national, puisqu'on a tenté, je dirais, de documenter, de faire de la remontée d'informations, donc à la fois vis-à-vis des instances que l'on côtoie, comme le Conseil régional du numérique, mais aussi par le biais donc, du réseau français des Fab Labs auquel nous sommes adhérents, et notre structure était un petit peu identifiée comme une structure référente qui communiquait un petit peu avec tout le monde. Donc ça a permis aussi de faire émerger un fonds d'urgence côté région Centre-Val de Loire, Fab Solidaire. Et donc ça, c'était aussi, je dirais, de l'intelligence collective. Et donc plutôt contente d'y avoir participé. Et au niveau national, on a aussi participé à couvrir la mobilisation des makers et des Fab Labs en produisant des chroniques pour le média Makery. Donc ça veut dire à peu près 1 à 2 articles par semaine pendant 6 semaines. On a à peu près couvert une douzaine de régions. Personnellement, ça m'aura permis d'interviewer, je pense à Marilyn qui parlera tout à l'heure, et à aussi échanger beaucoup d'expériences avec bon nombre d'entre vous. Et puis, je dirais là maintenant, on est dans cette dynamique de maintenir et réajuster nos activités. Et j'avais juste envie de, justement, pour illustrer en fait ce que cette mobilisation, ce premier confinement nous aura aussi, je dirais, convaincu d'aller vers des programmes d'accompagnement vis-à-vis des makers, donc un petit peu à l'image des théâtres ou des centres chorégraphiques qui ont des programmes, des artistes associés. On a voulu travailler, mettre en place depuis septembre cette dynamique d'avoir des makers associés à notre Fab Lab. Et donc, on travaille sur le sujet de la précarité énergétique avec une association qui s'appelle l'Atelier 21 et Cédric Carl, qui est, je dirais, maker et designer low-tech, en se disant que justement la mobilisation a été exemplaire, mais qu'il fallait justement plutôt conserver cet élan de solidarité et continuer à mobiliser ces communautés de makers. Et y compris les couturières masquées, les couturières solidaires. Et donc, on a travaillé ce mois-ci sur le sujet de la précarité énergétique, puisqu'on est un petit peu dans cette période où en fait il fait froid et c'est tu te chauffes ou tu manges, eat or eat. Et donc on a imaginé des ateliers en collaboration, Atelier 21, La Fun et les couturières masquées, pour réfléchir à des prototypes d'objets pour améliorer son confort thermique. Donc, on n'a pas pu faire des ateliers au Fab Lab ouverts à tous, mais on a fait des ateliers en huis clos. Et nous travaillons actuellement sur des tutos vidéo et de la documentation. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là, mais c'était pour donner un peu une illustration aussi de… non seulement ça nous a… ça nous aura aussi permis, nous, en tant qu'acteurs locaux, de croiser de nouvelles personnes, de nouvelles structures, des collectifs informels. Et du coup, l'idée, c'est de plutôt continuer un petit peu tous ensemble, d'activer ce type de dynamique sur nos territoires. Je vous laisse et merci encore et bonjour aux copines qui passent juste après. Au revoir. Merci Catherine. On va enchaîner avec Anthony Sédiki des Visières Solidaires. Bonsoir à tous. Je vais essayer de faire court parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois.
Tout a commencé, en fait, cette belle histoire avec une amie de ma femme qui est venue à la maison en pleurs parce qu'il n'y avait pas suffisamment de protection, une amie médecin. Il n'y avait pas assez de protection, ils se volaient en fait entre eux les différents masques qu'ils avaient à disposition. Donc de là en fait, on a commencé à rechercher une solution, on a commencé à faire des masques, enfin comme un peu tout le monde, mais finalement on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué, notamment en termes d'hygiène. On a préféré partir sur de la visière qui était beaucoup plus facile à mettre en place et à distribuer, notamment grâce à l'impression 3D. On a commencé, donc j'ai livré la première visière le 19 mars à une clinique à côté de chez moi. Et de là, j'ai commencé à faire un appel sur Internet qui a énormément pris et très très rapidement. Tellement rapidement que plusieurs dizaines, voire vingtaines de makers se sont constitués comme admins Facebook pour créer leur propre réseau visière solidaire dans les régions. Ça a pris une importance assez incroyable. L'AFM Téléthon nous a donné un coup de main en termes de logistique pour nous aider dans la prise de contact, la prise de demande de visière, la distribution, la relation avec les makers, la communication sur le réseau Facebook a été gérée également grâce à Denis Péchanski, directeur de recherche au CNRS, qui a été d'une aide incroyable pour tous ces conseils. Ça a fait une sorte d'effet boule de neige en quelques semaines. Donc on a commencé, je disais, le 19, j'ai pris quelques notes. Le 16 mai, on était déjà à 824 000 visières à livrer en France. Ça a été juste incroyable. Plusieurs tonnes de PLA qui a été envoyées aux makers pour leur permettre de produire, parce qu'on produisait tellement qu'on a mis à genoux en fait, les distributeurs de bobines de filaments. Donc ça a été assez incroyable cette période. En parallèle, on a également lancé, on parlait tout à l'heure du travail des tiers-lieux avec l'industrie. On a fait un peu la même chose pendant le confinement. On s'est rapproché de l'industrie historique, notamment la plasturgie, pour lancer la première fabrication de visières qui est apparue le 30 mars, en fait, ce qui nous a permis de livrer par plateau de plusieurs milliers les hôpitaux de la PHP, l'hôpital des armées de Bégin, la gendarmerie du transport aérien, et j'en passe. On en a livré énormément. Ça a été un gros soulagement. On en a envoyé dans l'Est. Ça nous a permis de rapidement. Ça a été vraiment un très très bon partenariat en fait. Suite à cela, on a commencé à être contacté pour de l'envoi de visières à l'international parce que le groupe a tellement pris de l'ampleur que ça a rayonné notamment en Bolivie, dont on parlait tout à l'heure. On a livré en 4 jours 9000 visières pour la Bolivie directement à l'ambassade. On a fait Haïti, la Guyane, Mayotte, le Pérou, la Mauritanie, et on a été assez récemment, il y a un mois ou un mois et demi, référencé par le ministère des Affaires étrangères via Visière Solidaire, notamment l'association, pour livrer en fait des destinations d'aide humanitaire, notamment l'Inde. Là, il y en a 20 000 qui vont partir en Inde. On est toujours en préparation pour la Tunisie également. Donc ça s'est vraiment exporté un peu partout, cette petite histoire. Là, on en est, pour vous donner un ordre d'idée, on a plus d'1 100 000 visières fabriquées et produites et données gratuitement. Et à peu près, oui, je dirais plusieurs dizaines de tonnes de PLA. Donc tout ça, il a fallu le financer. Ça a été assez compliqué. Il a fallu le livrer également. Il a fallu mettre en place des réseaux de distribution. Ça aussi, c'était pas rien. On utilisait en fait des transports qui avaient le droit de rouler pendant le confinement pour emmener la matière chez les makers, pour ensuite récupérer les productions, pour les dispatcher de façon le plus efficace possible dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les établissements qui nous demandaient en fait d'intervenir ou qui nous demandaient de l'aide. Ça a été très très intéressant en termes de on va dire de logistique et d'aide, cet effort bénévole qui a été fait, que beaucoup ici ont certainement participé en fait à Visière Solidaire. Ça a été assez incroyable. Ça a même failli nous dépasser plus d'une fois. Tout ça s'est fait très vite, hein, entre le moment où on a commencé et tout cet emballement. Ça a été assez incroyable. Aujourd'hui, on continue. On a monté une société qui a pour but d'aider à financer l'association. Donc ça, savoir comment financer le social et solidaire. C'est une société qui s'appelle VS Project qui produit en fait de la richesse et qui va refournir en fait une partie de ses bénéfices à l'association. L'association
notamment avec Octobre Rose, qu'on a produit et vendu en fait pour financer Octobre Rose. Là, on est en train de faire la même chose, mais avec l'AFM Téléthon. C'est une incroyable réussite parce qu'en plus, on a pu relancer l'élan de solidarité des makers de France. Il y a 200 makers qui participent. On est à peu près à 160 000 pince-masques qui vont être fabriqués et vendus 2 €. Et la totalité des fonds vont être versés à l'AFM Téléthon. Donc, on vise entre ce qu'on fait ici à l'atelier à Épinay-sous-Sénart. Je vais vous le montrer, il est là. Voilà. Ce qu'on fait ici à l'atelier d'Épinay-sous-Sénart et les différents makers de France, on vise à peu près 200 000 € en partenariat avec l'AFM Téléthon pour la cause de l'AFM. Donc c'est vraiment encore une fois une belle réussite du bénévolat et de l'ESS. Et c'est vraiment génial de voir encore les makers se prêter en fait à cette aide et à cet élan solidaire. Donc c'est vraiment top. Pour l'histoire et pour la continuité maintenant, on a, grâce à l'aide en fait de la mairie d'Épinay-sous-Sénart, de l'agglomération Val d'Air Val de Seine, aujourd'hui on a un parc machine associatif de 24 machines et en tout et pour tout avec la société plus l'association, on a un petit peu plus de 60 machines à l'atelier. On vient d'emménager dans les bureaux que vous voyez derrière. C'est un local en fait, c'est un bâtiment de 500 mètres carrés. Qu'on est en train de constituer en tiers-lieu, justement pour permettre de rejoindre toute cette belle famille de tiers-lieux. On est en train de monter le dossier, mais en tout cas, ça se passe vraiment bien et il y a de belles synergies qui se mettent en place, notamment entre, que ce soit au niveau des bénévoles, au niveau de la société, au niveau de l'industrie historique avec qui on crée des partenariats forts, notamment ne serait-ce que le propriétaire du bâtiment, qui est un futur partenaire. Et Anthony, oui. Je vais te demander juste si c'est possible de conclure. Ta belle histoire, on en reparlera sans doute prochainement, mais là, je voudrais juste pour permettre de conclure et de poser encore les dernières questions au directeur de cabinet voilà. Mais bravo, parce que quel dynamisme et quelle énergie ça nous donne. Mais je vous en prie, merci beaucoup. Violaine. Effectivement, on avait encore 2 témoignages derrière. Je vais vous demander effectivement de faire très court et très ramassé. Il y a Marilyn du 8 Fab Lab qui est avec nous. Est-ce qu'effectivement, Marilyn, en 3-4 minutes, tu peux nous raconter l'expérience pendant la crise et puis aujourd'hui? Oui, mais je vais essayer de faire vite. Bonsoir à Merci. tous. Donc, en effet, nous, à l'image de la plupart des Fab Labs qui se sont mobilisés pendant la période de confinement, on a aussi, dès le 17 mars, eu des échos d'infirmières, là, pour le coup, libérales, qui avaient ces besoins de masques. Et en effet, notre solution a aussi été de proposer des visières. Donc, nous, localement, on est basé sur un territoire d'une 30 000 habitants dans la vallée de la Drôme. Donc, on a fabriqué 2000 visières de protection qui ont été distribuées aux professionnels de santé, évidemment, aux entreprises, aux administrations publiques. Et une distribution locale, puisqu'en effet, à 90%, on a distribué sur le département. L'intérêt, et ce qui a été aussi incroyable dans cette période, ça a été la mise en relation et la mise en réseau avec les autres labs et les autres makers, en effet, du territoire, que ce soit à l'échelle départementale, mais aussi régionale et nationale, puisqu'avec le réseau français des Fab Labs, ça a été aussi une opportunité de se structurer à l'échelle des régions et au national pour décentraliser cette action et mieux se mettre en lien avec les uns et les autres. Nous, notre action, elle se poursuit aujourd'hui et c'est vrai que je remercie France Tiers-Lieux et la Fondation de France pour l'aide qu'ils nous ont apportée, puisqu'on a choisi avec 3 autres Fab Labs de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec lesquels on s'est rencontrés pendant cette crise, de plutôt continuer cette relation particulière qu'on avait commencé à créer en urgence entre mars et mai, et de la continuer aussi avec les professionnels de santé. Et notre réflexion, elle est plutôt comment on peut continuer de manière permanente à être au service des professionnels de santé, et donc comment on peut faire renforcer ce rapprochement et cette coopération entre le secteur de la santé et les labs et les Fab Labs à l'échelle des territoires. Donc, on travaille actuellement à étudier ces besoins à travers un questionnaire. Donc, les autres Fab Labs qui participent à ce projet sont le Lab 01 à Ambérieu, la Casemate à Grenoble et la Mine à Villeurbanne.
Et notre souhait, c'est de réussir, en discutant et en approfondissant les échanges avec les professionnels de santé, à faire émerger des pistes de travail et de solutions, et ensuite créer les réponses aux besoins qui seront exprimés. Donc ça, c'est un projet très concret qu'on a envie de poursuivre et que l'on poursuit actuellement. Et puis, je voulais quand même vous parler d'un deuxième projet, alors qu'on avait déjà, nous, déjà depuis 2019 et bien avant la crise, mais cette crise, elle a aussi montré en effet l'importance de relocaliser la production à l'échelle française, mais aussi dans les territoires. Et nous, on porte ce projet qu'on concrétise là actuellement, qui est ce qu'on a appelé la Fab Unit, donc qui est le prolongement du Fab Lab, qui est un projet justement d'une micro-usine pour produire des objets à forte valeur ajoutée qu'on va concevoir et fabriquer dans nos territoires à partir de déchets et de matières premières disponibles sur le territoire. Donc, dans une dynamique d'économie circulaire et surtout pour répondre aux besoins de relocalisation. Donc, on va s'équiper avec des machines issues de la communauté Precious Plastic qui vont permettre de recycler des déchets plastiques et d'en fabriquer des plaques, puis de les transformer en objets. Mais on va également travailler avec des outils pour travailler le bois, donc certainement une grosse fraiseuse numérique, pour comme ça essayer de réimplanter une petite usine et fabriquer par exemple du mobilier pour le territoire, mais aussi répondre à d'autres besoins et d'autres objets que le territoire aujourd'hui ne fabrique pas localement, mais qu'il serait intéressant de relocaliser. Voilà. Merci, un tiers-lieu Marilyn. industriel à l'échelle de la vallée de la Drôme. Merci beaucoup, Marilyn. Je vais laisser la parole à Charlie. Juste avant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On restera encore 5-10 minutes ensuite pour répondre à vos questions. Pendant le témoignage de Charlie, à qui je laisse la parole maintenant de My Human Kit. Ok, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être encore plus rapide parce que je suis le dernier. Donc My Human Kit, en fait, c'est une association qui cherche à faire le lien entre l'univers Fab Lab, donc la fabrication numérique, et les personnes en situation de handicap, et le pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap surtout. Donc en fait, on a créé il y a maintenant une petite dizaine d'années les prémices, et ensuite le premier Fab Lab qui est dédié à la rencontre entre des personnes valides ou non et la fabrication d'aides techniques, donc des objets qui facilitent le quotidien des personnes handicapées pour elles et par elles. Donc on a créé ce premier Fab Lab qui s'est installé en 2017 et aujourd'hui on anime aussi un réseau de Fab Lab dédiés au handicap qu'on a labellisé et marketé comme des Human Lab, qui est le titre aujourd'hui défini. Nous, notre initiative pendant la crise Covid, en fait, elle s'inscrit sur un temps un petit peu plus décalé par rapport aux exemples qu'on a entendus précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt, notre réflexion, elles sont plutôt issues du temps de la sortie, parce qu'en fait, pour nous, Valide, le temps de la sortie, il a été celui des annonces gouvernementales pour les personnes en situation de handicap. Il n'était pas forcément celui-ci, parce que du coup, c'est souvent des personnes fragiles. Donc, du coup, la question s'est posée, comment on peut faciliter la sortie de ces personnes-là et en gardant notre âme de départ, c'est-à-dire comment on réfléchit avec elles à faciliter cette sortie. Et donc, du coup, nous est venue une idée de fabriquer avec elles des distributeurs de gel qui soient accessibles, en fait, et qui soient accessibles parce qu'ils sont pensés par les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Donc, c'est vraiment nous ce projet-là qu'on a porté, je dirais, de juin jusqu'à encore aujourd'hui. On a fabriqué 2 prototypes. Un premier prototype qui est les 2 sont très réplicables parce que sont partagés librement et sur Internet. Un premier prototype qui est complètement issu du réemploi et qui peut être installé partout et puis qui peut aussi faire l'objet de démarches pédagogiques de création. Et un prototype, je dirais, plus efficace et qu'on propose en fait en partenariat avec la ville de Rennes, puisque nous on est installé à Rennes en Bretagne, où il s'agit de coopérer avec la ville de Rennes et des acteurs locaux en fait pour installer ces distributeurs de gel, aujourd'hui une vingtaine, sur différents lieux sociaux et culturels de la ville de Rennes. Et en fait, cette démarche-là, elle nous permet d'offrir une solution un peu efficace, ou en tout cas on a cette prétention-là pour les personnes en situation de handicap, et surtout poser la question à travers l'outil Fab Lab de l'accessibilité dans la ville pour les personnes en situation de handicap, qui est une question qui est cruciale, qui l'est notamment pour la ville de Rennes aujourd'hui, parce qu'elle se pose ces questions-là par rapport au métro. Enfin, voilà, il y a des grosses discussions sur la question des portillons d'accès dans le métro à la ville de Rennes. Et je pense que si le travail avait été fait peut-être en amont avec les personnes elles-mêmes, dans des tiers-lieux comme peuvent être les Fab Labs, ça aurait peut-être permis de solutionner les problèmes qui arrivent finalement au moment de la livraison du métro en l'occurrence.
Voilà pour l'initiative très rapidement. Et aujourd'hui, on continue à travailler en fait sur des nouveaux besoins qui émergent pour les personnes en situation de handicap dans le Fab Lab, notamment des outils de protection personnelle, c'est-à-dire que comment on fait pour mettre un masque, pour mettre une visière, pour se gélifier les mains aussi quand on ne peut à peine bouger. Donc en fait, on travaille aussi sur des espèces de gros cockpits en plexi qui permettent quand même aux personnes qui ne sont pas sorties en fait depuis pratiquement un an de pouvoir retrouver l'extérieur. Et puis on travaille aussi un peu plus à l'international avec des Fab Labs qui sont en Afrique de l'Ouest, avec un projet qui s'appelle Makers Nord-Sud contre le coronavirus, qui est un projet aussi qui est en partenariat avec la Fondation de France, et en fait qui permet d'équiper une dizaine de Fab Labs en Afrique de l'Ouest pour qu'ils puissent eux-mêmes, en fait, dans la crise Covid qui est un peu plus ténue chez eux, mais qui est là quand même, et pour qu'ils puissent fabriquer du matériel médical et du matériel de protection à distribuer directement auprès des établissements hospitaliers là-bas, pour notre actualité. Voilà, je pense que j'ai fait 2-3 minutes. J'espère que ça a été. Parfait. Super, merci beaucoup. Est-ce que, alors il est 18h30, on avait prévu jusqu'à 18h30, mais est-ce qu'il reste des questions? N'hésitez pas à poser vos questions. On a encore 5-10 minutes si vous le souhaitez. Ou pas. Sinon, on avait quelques questions posées en amont, mais profitez-en, c'est pas souvent. On a la chance d'avoir le directeur de cabinet adjoint de la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Donc, moi, j'aurais peut-être une petite question, parce que du coup, j'ai encore mon micro qui est allumé. Parfait. En fait, moi, aujourd'hui, je me pose la question de l'évaluation des tiers-lieux, particulièrement des Fab Labs, parce que c'est le milieu qu'on connaît. Mais en fait, il y a aujourd'hui un peu une double… En fait, les Fab Labs ont fait la preuve de leur efficacité, de leur capacité d'innovation, de réaction, peut-être dans une certaine mesure presque plus rapide que les décisions publiques. Et aujourd'hui, je trouve que dans les dossiers, on continue à répondre à des dossiers d'appel à projet, etc. On continue à avoir des critères d'évaluation qui sont très marqués sur la question du présentiel. Or, on a quand même dû nous réinventer un peu ces questions-là. Et puis aussi qui sont très marqués sur des temps de recherche et développement qui sont très courts. Or, on voit aussi que dans les Fab Labs, on est capable de répondre très vite, mais qu'on a des fois besoin de temps plus long pour des dossiers plus importants. Et voilà, je pense que du coup, moi, cette crise, cette année, me fait penser que ça peut peut-être aussi être un moment de réfléchir aux questions d'évaluation des tiers-lieux et particulièrement des Fab Labs. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, pardon. Bon, ce n'était pas vraiment une question. En fait, je prends la remarque et effectivement, oui, je le prends comme ça. Et écoutez, oui, on peut travailler sur cette question de l'évaluation des tiers-lieux. De toute façon, comme tout dispositif qui est assez nouveau et innovant, et voilà, il faut toujours laisser un peu, je dirais, le temps de la mise en place et qu'on ait atteint une masse critique. Et une fois que cette mise en place est faite et qu'on a suffisamment de projets ou d'initiatives qui ont été lancées, on a du coup un peu je dirais, les données qui nous permettent de faire une analyse approfondie et de voir voilà, ce qui est bon à retenir dans les expérimentations, ce qu'il faut changer. Donc, et du coup, effectivement, je pense qu'on en parlait avec Patrick en aparté. Voilà, les tiers-lieux ont atteint aujourd'hui une masse critique suffisamment importante pour que ça puisse permettre de mener ce genre d'évaluation du dispositif, si j'ai bien compris le sens de la remarque. Merci Charlie. Est-ce que d'autres personnes veulent terminer en posant la dernière question de ce webinaire avant qu'on se quitte? Lucille, je ne sais pas si tu as une question. Je vois que tu chattes. N'hésite pas. Je ne sais pas si je te vois. Non, ben, en effet, nous aussi, on partage aussi sur
Sur les questions de filière, en tout cas d'organisation territoriale des Fab Labs suite à la crise, donc il y a plein de choses qui ont été dites qu'on essaye de décortiquer aussi de notre côté. On travaille beaucoup avec l'IAE, donc les chantiers d'insertion et les entreprises adaptées qui font partie de notre groupement. Non, mais les questions qu'on s'est posées quand les industriels ont repris un peu la main sur la fabrication des outils de protection, c'était dans quelle mesure, au sein des marchés publics, notamment de collectivités territoriales, on pouvait prévoir des clauses assez fortes pour que les acteurs locaux puissent répondre à des commandes. Parce que on a été vite à acheter en Chine ou à des industriels où il n'y avait pas forcément d'enjeux sociaux et d'enjeux collectifs. Donc voilà, il y a des limites aussi de marché qui sont liées à ces structures-là, qui sont des structures entre la petite série, la moyenne série, mais on ne va pas dépasser des volumes énormes. Et donc voilà, du coup, il y a quand même pour moi des besoins de collaboration avec des structures de type IAE qui sont plus branchées sur des plus grosses séries que les Fab Labs, hein, où ce n'est pas nécessairement la vocation. Et justement, comment finalement on peut soutenir de la R&D locale, la coopération locale avec en effet tout ce qui concerne l'économie circulaire. Il y a le jouet, il y a le matériel médical, il y a des tonnes de choses, des ordinateurs, enfin voilà, il y a des tonnes de choses sur lesquelles les Fab Labs pourraient en effet coproduire des réponses. Voilà. Mais il y a en effet beaucoup de freins justement liés à la commande et à l'achat public qui me paraissent intéressants de mettre au pot aussi de ces discussions, quoi. Tout à fait. Écoutez, ça c'est un heuristique que l'on a aussi de notre côté. C'est vrai qu'on s'était fixé, enfin l'État s'était fixé des objectifs dans la commande publique avec 25% par exemple de la commande publique qui devait avoir des clauses sociales, 30% qui devait avoir des clauses environnementales. Et on voit qu'aujourd'hui, on est encore assez loin en fait d'atteindre cette proportion dans la commande publique avec des clauses sociales et environnementales. Donc ça, c'est effectivement un sujet sur lequel on souhaite, nous, travailler. Le problème, notre analyse, ça fait 4 mois qu'on est là, donc c'est encore un peu frais et ça n'exclut pas qu'on ait d'autres idées, mais notre analyse à ce stade, c'est que le problème n'est pas tant dans le droit. En fait, le droit de la commande publique, paradoxalement, moi, je partais avec l'idée que c'était assez rigide, qu'il y avait notamment le droit européen sur la commande publique. Le droit européen est assez intrusif. Et j'avais souvent entendu dire que le droit européen empêchait de mettre des clauses sociales, empêchait de favoriser les circuits courts. En fait, ce n'est pas vrai. Et qu'on se rend compte de plus en plus que c'est surtout un problème de méconnaissance des acheteurs publics, qui n'ont pas forcément… je pense qu'ils ont un peu les a priori que j'avais moi aussi en venant, qui est que c'est compliqué, qu'on n'a pas le droit, que si on fait ça, on enfreint des règles de marché public. Et donc, en fait, notre principal travail, je pense, ça va être de rappeler tout ce qu'aujourd'hui autorise déjà la commande publique, de le faire savoir. Par exemple, on a lancé une mission, pour tout vous dire, il y a quelques semaines, auprès du médiateur des entreprises, pour qu'il nous aide à construire un label d'État sur le marché public et qui inciterait l'État ensuite et l'ensemble des ministères, pour être plus précis que l'État, l'ensemble des ministères à se labelliser, avoir un label d'achat fournisseur responsable. Et donc ensuite, on voit bien qu'à partir de là, ça donne un signal, le fait que l'État et que l'ensemble des ministères se dotent d'un tel label, et qu'ensuite, l'objectif, c'est qu'effectivement, ça irrigue dans l'ensemble des collectivités territoriales. Donc ce point, on l'a bien vu, on l'a bien en tête, et on a l'intention d'y remédier dans les mois qui viennent. Vous avez tout à fait raison. Il y a une question également sur la mobilisation des collectivités ou la montée aussi en compétence des élus sur les sujets des tiers-lieux et de l'ESS. Il y a Laurent Turpin. Peut-être que je vous laisse poser la question en direct. Et après, on pourra prendre la question d'Armand, parce que ça fait 2 fois qu'il la pose. Tout à fait, sur le télétravail. Je l'ai vu aussi. Ouais. Et après, on pourra clôturer, je pense, pour la soirée. Alors, le premier qui dégaine, Armand ou Laurent?
Peut-être qu'on va les poser nous, en fait, Rémi, non? C'est ça. Armand, il s'est désespéré peut-être. La question était, avec le développement du télétravail, les tiers-lieux d'activité ou espaces de travail partagés peuvent faciliter le télétravail pour ceux qui ne peuvent pas ou veulent pas travailler à domicile. Quid d'un forfait démobilité à l'image du forfait mobilité durable de la LOM pour financer le deuxième bureau? Merci pour cette question. Comme la ministre, je vous avoue que là, tout de suite, je ne sais pas. Donc, je le confesse également. Bon, c'est un sujet, voilà, si vous la relayez, on la prend et puis on va regarder, tout simplement. Là, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Merci. Et enfin, la dernière question, la question des élus, alors en milieu rural, mais pas seulement, qui considèrent les tiers-lieux comme des ovnis. Quels outils, quelles actions de l'État pour qu'ils soient plus accompagnés, accompagnants même sur ces dynamiques de tiers-lieux dans les territoires? Est-ce qu'il y a des choses engagées avec le ministère de la Cohésion des Territoires sur la mobilisation des élus sur ces questions? Écoutez, nous, ce qu'on fait, en tout cas, on a régulièrement des réunions de travail, parfois au niveau de la ministre, avec des élus, notamment régionaux, qui sont en charge de l'ESS. Il y a des élus régionaux en charge de l'ESS qu'on a déjà réunis 2 fois depuis qu'on est arrivé. Donc, eux, vous me direz, ils sont sensibilisés de facto au problème de l'ESS, mais disons que nous, voilà, on leur décrit notre feuille de route, nos programmes, et je dirais qu'ensuite, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils diffusent cette bonne parole issue du gouvernement sur notre feuille de route et que par leur intermédiaire, la connaissance de l'ESS se répande davantage. On a aussi cette idée, alors qui n'est pas du tout, c'est une idée qu'on a nous à ce stade avec la ministre, qui n'est pas arbitrée, mais je vous la livre, c'est de désigner dans chacune des régions des délégués, dans chaque préfecture, des délégués à l'ESS, qui seraient donc des représentants de l'État cette fois-ci, ce ne serait pas au niveau des régions, ce serait des représentants de l'État sur le territoire, qui auraient la charge d'animer tout simplement l'écosystème ESS au niveau d'un territoire, en y consacrant 100% de leur travail. Aujourd'hui, la présence de l'État, et je le dis, ce n'est pas forcément très glorieux, mais je le dis, c'est ce qu'on observe, la présence de l'État sur l'ESS, sur les territoires, c'est à peu près 1/5 de TP dans chaque région. C'est évidemment trop peu, encore moins depuis qu'on a maintenant un secrétariat d'État qui, comme vous l'avez vu avec Olivier Grégoire, a beaucoup d'ambition, beaucoup de volonté d'avancer. Et donc, d'où cette proposition qu'on a aussi, c'est d'installer dans chacune des préfectures un délégué à l'ESS qui aurait la vocation à faire ce que vous dites, c'est-à-dire d'acclimater, de faire connaître tout simplement l'ESS à l'ensemble des partenaires locaux. Donc, c'est une idée qu'on a eue, c'est une proposition qu'on a faite à Matignon, voilà, qui doit être discutée, débattue, voilà, en tout cas, c'est pour dire qu'on a pensé à ça et qu'on est conscient qu'effectivement, il faut davantage faire connaître l'ESS dans les territoires. Odile. Oui, est-ce que je peux rebondir? Merci beaucoup de cette perspective, parce que c'est vrai que si on avait un ETP par préfecture de région sur l'ESS, et notamment qui traiterait des tiers-lieux, ça serait formidable, plutôt que d'avoir 20% de leur temps comme c'était le cas autrefois. Mais je rebondis sur ce que vous avez dit aussi dans la relation avec les élus. On avait, il y a quelques années, une convention entre la ministre chargée de l'ESS et le CNFPT pour faire des formations de la fonction publique territoriale sur l'ESS. Est-ce que ça pourrait être repris? Parce que on est très souvent à échanger entre nous sur les tiers-lieux, sur le besoin de formation des élus et des services des comités de communes ou des services des fonctions publiques territoriales sur le sujet des tiers-lieux et sur le sujet aussi des SIC. Puisque chaque fois qu'on veut avancer sur un projet de SIC, ben évidemment, il y a beaucoup d'intérêt sur les SIC de pouvoir associer les pouvoirs publics locaux. Mais on a très peu de services ou d'élus qui sont familiers. Donc, est-ce que il serait envisageable d'ouvrir un cycle de formation avec le CNFPT sur ces différents sujets?
Alors, c'est justement quelque chose qui est en train d'être monté et le prochain cycle de formation devrait être proposé très prochainement. Donc, on est en discussion avec l'organisme qui s'en occupe. Donc, oui, ce sera fait. Et puis, je rebondis, pardon, Madame Kirchner, sur ce que vous disiez auparavant. Je pense que déjà, si on a un ETP sur l'ESS, c'est déjà bien. Après, effectivement, vous êtes gourmand, d'un ETP sur les ESS et les tiers-lieux, ça sera encore mieux, je comprends. Mais déjà, honnêtement, si on arrive à avoir un ETP dans chaque préfecture de région sur l'ESS, je pense qu'on aurait fait un gros progrès. Et je vous dis, pour l'instant, c'est pas, voilà, on a lancé l'idée et on va se battre pour la faire adopter. Mais voilà, je dirais chaque chose en son temps. Et déjà, si on a un ETP ESS, et puis ensuite, on remettra un coup de collier pour avoir cette fois-ci un ETP dédié au tiers-lieu. Ceci dit, je vous persuader, si la dynamique se poursuit et s'amplifie, ça deviendra évidemment légitime. Là, je vous rejoins. Mais voilà, aujourd'hui, notre première priorité, c'est déjà d'avoir quelqu'un qui suit l'ESS en général. Ça sera déjà, je pense, un beau progrès. Merci. Oui, Yolène et Rémi, je vois que Patrick est parti. Est-ce qu'on pourrait proposer donc, au directeur de cabinet de s'associer à définir avec le CNFPT un programme d'illustration sur ce que c'est que les tiers-lieux et les cycles? Parce que je pense qu'ils ont souvent besoin d'avoir des témoignages d'acteurs dans ce domaine-là. C'est ça aussi qui peut enrichir les formations. Moi, il se trouve que je viens de faire une webconférence auquel j'avais proposé à Ophélie du WIP de s'associer avec de la fonction publique territoriale en Normandie, à la demande du CNFPT Normandie. Et ça, c'était particulièrement intéressant. Donc, je pense que dans le programme que vous allez construire avec le CNFPT, ça serait vraiment très formidable qu'il y ait des acteurs de tiers-lieux et France Tiers-Lieux puissent être associés. Écoutez, avec plaisir. On est en train d'écrire la convention, donc voilà, on peut encore en prendre à bord des suggestions. Envoyez-les nous et dans nos interactions avec le CNFPT, on pourra voir comment l'intégrer. Merci Odile, ça peut tout à fait faire partie des travaux qu'on peut mener ensemble effectivement avec le secrétariat d'État à l'ESS. On l'avait déjà un petit peu dans le coin de notre tête, mais là pour le coup, ça vaut le coup de l'accélérer, de le concrétiser. Lucille, tu nous dis que tu as une question. Oui, j'ai une question sur les fonds européens qui sont dédiés à l'économie sociale et solidaire. Donc là, les programmes opérationnels commencent à, chez nous, se mutualiser entre ex-régions. Et pour le coup, on n'a pas vu les budgets triplés. Enfin, en tout cas, ce n'est pas 3 fois le budget qu'on avait en Nouvelle-Aquitaine, mais c'est juste doublé alors qu'il y a 3 régions. Donc, je me demandais d'où venait l'arbitrage des fonds européens dédiés à l'ESS. Est-ce que du coup, il y a une autre répartition sur le programme 2022-2027 entre État-région? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a une chute comme ça des fonds dédiés à l'ESS au niveau européen? Écoutez, sur le budget 2021-2027, donc qui a été, vous le savez, âprement négocié cet été par le président de la République, notamment pour y intégrer un volet relance. Donc ça, voilà, l'arbitrage vient de, enfin c'est un accord entre chefs d'État. Ensuite, dans le détail, ligne à ligne, comment ce cadre financier pluriannuel se décline au niveau des régions. Là, dans le détail, honnêtement, je ne sais pas vous dire comment ont été prises les décisions de savoir région par région comment on a affecté les fonds. C'est du FSE, c'est ça, je pense, pour l'ESS, c'est le Fonds social européen, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. En fait, on est passé de 11 millions pour l'Aquitaine à 20 millions pour la Nouvelle-Aquitaine, sauf que c'est 3 régions, en fait, donc sur 7 ans. Alors, je sais qu'il y a eu, effectivement, alors il y a eu aussi c'est un peu compliqué, je vais devoir rentrer un peu dans le détail, je connais bien parce que j'ai fait pas mal d'Européens dans ma vie précédente. Il me semble qu'il y a eu des nouveaux modes de calcul dans l'affectation des fonds régionaux, des fonds du FSE. Vous savez, selon le niveau de richesse il y a une répartition qui est plus ou moins différente selon qu'une région est jugée comme riche, intermédiaire ou pauvre. Dans l'ensemble de l'Europe, ça va de l'Aquitaine à une région roumaine. Et de mémoire, c'est peut-être pour ça, je pense que l'Aquitaine doit être vue comme soit une région riche, soit une région intermédiaire.
et peut-être que les nouvelles règles, mais ça sera vérifié, hein, mais les nouvelles règles ne sont pas forcément… il me semble que le curseur, cette fois-ci, a été mis surtout sur le soutien des régions les plus en retard, au détriment de régions qui sont de niveau de richesse intermédiaire ou voire… et donc ça peut, mais je suis prudent parce qu'il faudrait vérifier dans les détails, mais ça peut expliquer qu'on enregistre une certaine baisse dans certaines régions françaises. Les régions qui sont, encore une fois, en moyenne par rapport à l'Europe, c'est vrai que peut-être que vous considérez que la région n'est pas si riche que ça, mais par rapport à une région, c'est ça la difficulté, bulgare, roumaine, ou voilà, là forcément on voit bien qu'il y a… Donc c'est peut-être ça qui explique, mais on peut creuser le point si vous le souhaitez. Merci beaucoup. On va conclure sur ça. Merci beaucoup de votre présence. Merci des échanges. Merci à tous également d'être venus, d'avoir animé le débat. On a enregistré la visio et on a fait un pad avec l'ensemble du compte-rendu de la réunion qu'on vous mettra évidemment à disposition dans les jours à venir, voire demain déjà, pour que vous puissiez suivre. Et bien sûr, on prend encore les questions, celles auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui, et pour creuser les sujets qu'on a pu aussi débattre aujourd'hui. Voilà, donc on vous invitera à le faire, soit sur notre mail, soit en complément du pad. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir à tous. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.